Bonsoir à toutes et tous. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre présence ce soir. C'est au nom du Centre coopératif de recherche et de formation à la pédagogie Freinet que je m'adresse à vous. Comme son nom l'indique, c'est une association centrée sur la pédagogie Freinet. Notre objectif est de soutenir et renforcer cette pédagogie en général et à Liège en particulier. Parmi nos activités, nous proposons chaque année une conférence thématique en lien avec la pédagogie Freinet. Cette année, nous avons quelque peu élargi cette réflexion en invitant plusieurs personnalités autour de la question « Que peut l'école face aux inégalités sociales et au pouvoir des écrans ?» Je dois malheureusement excuser Christine Mailly qui n'a pas pu nous rejoindre ce soir. Alors, nos autres invités sont tout d'abord Ariane B. Ariane, vous êtes professeure en sciences de l'éducation à l'Université de Liège. Dans vos cours, vous vous intéressez à la question de la diversité des publics scolaires. Comprendre cette diversité pour pouvoir mieux la gérer et pouvoir mettre en place des dispositifs pédagogiques destinés à lutter contre le décrochage et l'exclusion dans les systèmes d'enseignement et de formation. Vous vous interrogez aussi sur les dimensions sociétales de la pédagogie et sur la façon dont les pratiques pédagogiques et l'organisation d'un système éducatif influencent la société dans laquelle elles s'inscrivent. Les parcours scolaires des élèves font également partie de vos réflexions. Votre dernière publication concernant les élèves d'origine immigrée a particulièrement attiré mon attention. Étant donné qu'à Liège, plus de 50% des écoles fondamentales communales sont classées en catégorie 1, c'est-à-dire que leur indice socio-économique est compris entre 1 et 5 sur une échelle de 20. Notamment car certaines de ces écoles accueillent majoritairement des enfants d'origine immigrée. Vous mettez en avant que l'impact de la perception des enseignants sur ces jeunes se traduira, selon les cas, en levier ou en frein dans leur scolarité, levant le voile sur la ségrégation scolaire en Belgique francophone, qu'elle soit de nature académique ou sociale. Les deux intervenants suivants nous viennent de France. D'abord Philippe Mérieux. Cher Philippe, je vais tenter l'exercice périlleux de vous présenter en quelques lignes. Vous êtes chercheur et militant en pédagogie. Très tôt, vous avez milité dans des mouvements d'éducation populaire. Vous avez été instituteur, professeur de français en collège et de philosophie en terminale. Vous avez été directeur des sciences et pratiques de l'éducation et de la formation de l'Université Lumière Lyon 2. Vous avez été également directeur de l'Institut national de recherche pédagogique et directeur de l'Institut universitaire de formation des maîtres à l'Académie de Lyon. Vous êtes actuellement vice-président des CMA de France. Vos nombreux travaux de recherche vous ont amené à travailler entre autres sur les rapports entre éthique et pédagogie. Vous êtes l'auteur de la série d'émissions télévisées L'éducation en question, consacrée aux grands pédagogues et aux grandes questions de la pédagogie. Vous êtes également l'auteur de nombreux ouvrages. Votre dernier livre paru cette année s'intitule « Qui veut encore des professeurs ?» En dehors de la France, vous intervenez régulièrement en Belgique, en Espagne, en Italie et aussi en Amérique latine où vous avez gardé des liens privilégiés, notamment avec le Chili. Je soulignerai que vous vous êtes battu depuis toujours pour une pédagogie exigeante, basée sur une transmission culturelle de haut niveau et qui ne sacrifie jamais ni les savoirs ni les élèves. Pour en revenir à Liège, vous avez accepté de nous accompagner dans la recherche que nous menons avec une quinzaine d'enseignants liégeois, une recherche coopérative mise en place et réalisée par les praticiens eux-mêmes dans leur classe. Inutile de préciser que vos apports et votre soutien sont extrêmement appréciés par chacun d'entre nous. Le dernier intervenant est Marcel Torel. Cela fait maintenant plus de 8 ans que nous avons la chance de collaborer étroitement avec Marcel Torel et son épouse Danielle, comme le savent les enseignants des écoles Freinet liégeoises présents ce soir. Votre expérience de praticien vous permet de partager, de transmettre de manière très pragmatique la mise en place des techniques ou activités de la pédagogie Freinet, conscient de l'importance de chaque détail. Cela va de l'organisation spatiale de la classe à la posture de l'enseignant, en passant par l'affichage, la précision de l'horaire hebdomadaire et journalier des activités, par l'analyse des interventions orales des enfants et de l'enseignant, ou encore par l'accueil authentique de la parole de l'enfant, qui fait de la pédagogie Freinet une pédagogie de l'événement. Ce qui est remarquable dans votre travail, c'est votre capacité à mettre en perspective la pratique et les différentes dimensions de la pédagogie Freinet,
qu'elle soit politique, avec sa visée émancipatrice de l'individu, philosophique, avec la mise en avant de l'éducation du désir, sociale, avec l'organisation de la classe coopérative, ou encore pédagogique, avec comme point central la méthode naturelle. Marcel, vous avez été instituteur toute votre carrière, parfois en classe unique. Avec d'autres enseignants militants, vous avez créé l'école expérimentale Freinet de Mont-Saint-Barreul, dans la banlieue de Lille. Cette école a fait l'objet de nombreuses recherches, menées de juin 2001 à septembre 2006, dont les résultats ont été publiés dans le livre « Une école Freinet, fonctionnement et effet d'une pédagogie alternative en milieu populaire », sous la direction d'Yves Reter. Ce soir, Geoffrey Grandjean a choisi de ponctuer la soirée par 2 extraits d'un film réalisé dans cette école expérimentale. Le film s'intitule « Vivement l'école ». Toujours avec d'autres collègues, vous avez créé le CIPAC, le Centre international de pédagogie active, au nom duquel vous organisez des stages de formation destinés aux enseignants en Guinée, au Togo ou au Rwanda. À Liège, avec Daniel, vous intervenez au niveau des formations des enseignants, des groupes de travail sur des techniques ciblées, telles que la méthode naturelle de lecture-écriture ou la recherche libre mathématique. À la demande, vous accompagnez aussi les enseignants à partir de l'observation dans leur classe. Vous êtes impliqué aussi dans la formation des enseignants à Freinet, à Bruxelles, à Lausanne et dernièrement en Italie. Je terminerai cette présentation par quelques mots sur l'animateur du jour, Geoffrey Grandjean. Geoffrey, vous êtes professeur en sciences politiques à l'Université de Liège et président de l'Association belge de sciences politiques. Dans cette brève présentation, j'ai choisi de souligner votre intérêt pour les livres, puisque l'école leur offre aussi une place privilégiée. Cet intérêt se manifeste sous des formes bien différentes. Je n'en citerai que quelques-unes. Vous êtes membre de l'ASBL Lis-moi qui tu es, une association de soutien aux initiatives favorisant la découverte, l'acquisition et la maîtrise de la langue française, tant parlée qu'écrite. Vous êtes également membre du jury du livre politique et du comité du prix littéraire Paris-Liège. Et, passionné par les vieux livres, vous êtes aussi diplômé en reliure, dorure et restauration. À l'Université de Liège, vous collaborez avec Ariane B pour l'un de ses cours « Dimension sociétale des pratiques pédagogiques ». Dans ce cours, il est demandé aux étudiants de présenter et défendre un décret rédigé pour l'occasion, et vous vous prenez alors au jeu de président d'assemblée des sessions parlementaires, avec sérieux, mais avec ce trait d'humour qui vous caractérise. Cependant, si les sciences de l'éducation échappent à votre domaine d'expertise, votre regard quelque peu extérieur à ce domaine, nous contraignant à clarifier des notions qui nous semblent évidentes quand on fait partie du monde de l'éducation, nous a amenés à vous solliciter. De plus, votre casquette de politologue cadre parfaitement avec notre ferme conviction qu'enseigner est un acte hautement politique. Cher Geoffrey, je vous cède donc la parole. Merci Anita pour votre présentation. Je vais essayer de ne pas me prendre les pieds dans le câble. Ça fait plus de 10 ans, je pense, Ariane, que nous collaborons ensemble dans ces simulations parlementaires, en ce compris le samedi. Et donc nous essayons de faire vivre cette démocratie à l'université à travers ces décrets. Alors on le voit aujourd'hui, table ronde qui va mêler deux sujets qui a priori ne sont pas tout à fait liés. On va essayer en tout cas de les lier, c'est les inégalités sociales et le pouvoir des écrans. Et je voudrais dans un premier temps planter le contexte, planter un certain décor avec nos intervenants. Je voudrais d'abord me tourner vers vous, Ariane B. Je suppose que la littérature scientifique doit être foisonnante en termes d'enseignement sur les inégalités sociales à l'école. Et donc, on ne va pas faire un cours de 2 heures, ou un cours de 30 heures ou de 60 heures sur les inégalités sociales à l'école, mais j'avais envie d'avoir votre regard. Finalement, quels sont les enseignements que vous tirez en termes d'inégalités sociales dans le milieu scolaire quand vous parcourez toute cette littérature foisonnante sur ce sujet? Quel est votre regard, vos analyses sur ces enseignements? Oui, c'est vrai que vous avez raison de pointer que c'est un des sujets les plus étudiés en sociologie de l'éducation, celle de la question des inégalités sociales. Et on est bien placé dans le domaine francophone pour le savoir, puisque tous on a en tête des travaux de Bourdieu et Passeron. La question de la reproduction sociale est quelque chose qui a vraiment mobilisé les chercheurs, parce qu'il paraissait injuste
que des inégalités se creusent et ne soient pas corrigées par l'école. Et d'ailleurs, je note ce paradoxe qu'on attend finalement de l'école à ce qu'elle soit juste dans une société injuste à certains égards ou inégale. Et qu'on s'accommode aussi de structures qui parfois sont, elles, inégalitaires, et ça je vais y revenir, comme un système d'enseignement à filière qui ressemble un système dual qui ressemble finalement qui est en adéquation avec une structuration des métiers basée aussi sur l'origine sociale. Mais cette petite introduction posée, comme vous m'avez posé une question qui nécessite un certain balayage des recherches, je vais distinguer la réponse en deux grands moments ou en deux grandes approches. D'une part, les approches plutôt macro-sociologiques, et puis des approches plus micro-sociologiques, et ce qu'elles disent de la question des inégalités sociales. Alors au niveau macro-sociologique, là on brasse toute la littérature qui s'intéresse à la manière dont l'organisation d'un système éducatif peut impacter les inégalités sociales. Et là, il y a beaucoup de matière, et notamment grâce à l'enquête PISA que je supervise au niveau scientifique maintenant, et sur laquelle je travaille depuis 20 ans, on a appris beaucoup d'un lien entre une organisation et un effet, ou en tout cas une corrélation entre inégalité sociale et organisation des systèmes éducatifs. Et ce que je voudrais mettre en avant pour brosser la question à large trait, c'est qu'en gros, au niveau international, on remarque dans les pays industrialisés qu'il y a, je vais en distinguer juste deux pour l'instant, deux grands types d'organisation du système éducatif. Et j'en brosse juste deux parce que j'ai l'impression que l'intention qu'il y a derrière peut être dichotomisée. Avec d'une part des pays qui ont l'intention de faire avancer les élèves ensemble avec le plus de communs possible. Et d'autre part, des pays qui séparent, avec sans doute de bonnes intentions au départ, mais qui séparent les élèves souvent selon leur niveau. Alors ces pays qui ont l'intention, ont une organisation qui maximise le fait d'avancer en commun, on les retrouve souvent on peut les étiqueter ou voir que les pays scandinaves font partie de ce modèle, et les pays anglo-saxons, c'est parfois moins développé, mais font aussi partie de ces modèles de pays qui se caractérisent par finalement des troncs communs relativement longs. Donc on fait avancer les élèves jusqu'à 16 ans le plus possible ensemble, une utilisation assez parcimonieuse du redoublement, parce que là, sur toute la scolarité obligatoire, il y aura entre 0 et 10% maximum des élèves qui vont connaître le redoublement, alors que chez nous, on s'est amélioré, mais on était à 50% il y a peu encore. Et il y a des différences entre écoles, certes, mais qui sont moins élevées que chez nous. Et puis, il y a les pays qu'on qualifie de pays du modèle de la séparation. La Fédération Wallonie-Bruxelles, la Flandre, les Pays-Bas, l'Allemagne font partie de ces pays qui ont choisi plutôt de séparer. De deux manières également, on parle de séparation horizontale quand on voit que la première bifurcation entre filières étanches peut se faire à 10 ans en Allemagne, à 12 ou 14 ans chez nous, en fonction de la manière dont on qualifie les choses. Et en tout cas, c'est plus précoce que dans les autres systèmes dont je viens de vous parler, et ces systèmes recourent massivement au redoublement également. Et ça a des incidences, et c'est pour moi l'enseignement majeur de PISA, c'est qu'on a remarqué que l'organisation, les choix politiques et structurels qui caractérisent les systèmes éducatifs ont un impact sur les inégalités sociales, puisque finalement, dans ces pays, dans les pays du modèle de la séparation, plus l'orientation est précoce, plus elle est liée aux caractéristiques sociales des personnes, et le redoublement touche aussi, évidemment, bien davantage les élèves socialement défavorisés, et même à compétences égales, il touche encore, donc il pénalise finalement 2 fois les élèves défavorisés, et je dis pénaliser parce que par ailleurs, je fais des recherches sur l'effet du redoublement, et que c'est une pratique pédagogique inefficace, c'est pour ça que je parle de double peine pour les élèves défavorisés. Donc tout cela m'amène à conclure que l'organisation systémique et les choix politiques ont un effet sur les inégalités sociales, et je n'ai pas encore parlé des différences entre écoles, qui sont effectivement aussi très importantes chez nous. Alors là, ce n'est pas le cas nécessairement dans tous les pays du modèle de la séparation, mais on voit aussi que chez nous, les écoles finalement se spécialisent dans l'accueil de certains publics, et que
pour expliquer les résultats à PISA, on a finalement, chez nous, en connaissant la composition sociale et du public accueilli dans l'école, on s'est expliqué une grande partie des résultats à l'enquête PISA. Donc on a du mal même parfois à trouver les pratiques pédagogiques efficaces dans un système comme le nôtre, tellement cette efficacité est finalement balayée par le poids du déterminisme social qui a lieu dans ces écoles. Et j'ai aussi pu analyser avec un collègue qu'on était le système éducatif où votre origine sociale impacte le plus l'école dans laquelle vous irez, plus que dans tous les pays industrialisés. Donc on voit que chez nous, on a vraiment des marqueurs structurels très forts d'inégalité sociale. Mais je vous coupe parce que, en fait, j'ai l'impression que nos dirigeants nous disent qu'ils veulent réduire les inégalités en réformant l'enseignement, mais en fait, j'ai l'impression qu'ils ne font qu'accentuer les inégalités. À vrai dire, je ne suis plus d'accord. J'ai longtemps cru que ces inégalités sociales qu'on se lassait de montrer dans PISA, parce que tous les 3 ans c'était à peu près le même discours et on était toujours les derniers dans le classement des inégalités sociales. Mais à vrai dire, je pense que ça a été la leçon la mieux tirée de PISA dans notre système éducatif et que c'est pour cela que le tronc commun, le pacte d'excellence s'est mis en place en intégrant certains de ces éléments. Je crois que c'est pour ces raisons-là et parce que, alors je ne me fais pas d'illusions sur le fait que les décideurs écoutent vraiment les chercheurs, mais en l'occurrence, un tronc commun plus long est susceptible, on l'espère, en tout cas ça se passe comme ça dans les pays qui le pratiquent, de réduire l'impact social, le déterminisme social lié au choix d'orientation. Donc en cela, il y a eu un grand changement. Alors on peut parler du redoublement, là je suis un peu moins optimiste. Enfin, il y a une mesure forte qui a été prise pour la réduction du redoublement en Fédération Wallonie-Bruxelles également. On parle de le diminuer de 50% d'ici 2030. Évidemment, ces 50% partant d'un taux tellement haut que même quand on aura éventuellement diminué de 50%, on restera quand même encore sans doute un des systèmes qui fait le plus redoubler. Et donc sans doute que ce sera encore une mesure qui pénalise davantage les élèves défavorisés. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'on ne met pas vraiment... il n'y a pas non plus peut-être de réflexion assez poussée sur ce qu'on va pratiquer comme alternative au redoublement. Mais enfin, le point de l'orientation précoce en filière est injuste, corrigé par le pacte. Ce point sur le redoublement, il y a une amorce de correction dans le pacte. Les différences entre écoles, ça c'est quelque chose auquel on touche difficilement en Belgique. Mais donc... Là, ça restera sans doute un point, même si il y a eu évidemment des efforts faits avec le décret d'inscription pour un peu nuancer, changer la donne, mais pas de mesures très contraignantes, très fortes en Belgique. Mais vous me tentez, mais je ne vais pas poser la question tout de suite, mais vous me tentez sur les 2 réseaux, en communauté française, et donc on revient sur de l'histoire, etc. Oui. Donc, on ne va pas parler de ça maintenant, ce n'est pas l'objectif. Sur le niveau micro, parce que vous avez parlé du niveau macro-sociologique, si vous deviez me donner quelques résultats, quelques enseignements dans cette littérature au niveau micro, qu'est-ce que vous pointeriez comme élément? Oui, alors je pointe un niveau micro qui n'est pas si micro que ça, c'est-à-dire l'équipe pédagogique. Donc, dans le micro, je mets ce qui se passe dans les écoles ou en classe. Un résultat qui me semble vraiment très intéressant et important, c'est que ce qu'on appelle l'efficacité collective des enseignants peut inverser le déterminisme social. Donc on a remarqué que dans des équipes, avec de la recherche menée aux États-Unis, donc je ne peux pas généraliser, mais des équipes qui arrivent à travailler, qui ont un fort collectif et qui arrivent à gérer tout aussi bien les problèmes disciplinaires, les problèmes de comportement que les aspects pédagogiques, sont à même de faire largement progresser les élèves et d'inverser cette tendance du déterminisme social. Donc ça, je pense que c'est quelque chose de très intéressant et important, parce qu'évidemment, s'il y a des directeurs d'établissement ici, et je suppose que les extraits que vous avez choisis l'illustreront peut-être, mais voilà, un fort collectif au niveau pédagogique est vraiment important. Et puis alors, il y a des effets plus micro, c'est-à-dire quand on regarde ce qui se passe, les relations maître-élève sont aussi très importantes pour tous les élèves, mais en particulier pour les élèves défavorisés. Parce qu'on voit que des recherches montrent que les élèves défavorisés sont particulièrement sensibles à la qualité de leur maître.
Et la qualité d'un maître, ça, il y a des recherches aussi qui montrent ce que c'est un maître efficace, un enseignant efficace. Et je peux pointer quelques éléments. C'est un enseignant qui arrive à gérer la classe et surtout à gérer le temps de la classe. Parce que à la fois en adoptant un rythme soutenu, mais aussi en évitant les pertes de temps de deux ordres, les pertes de temps disciplinaire, mais aussi les pertes de temps d'apprentissage. Donc un maître efficace, c'est quelqu'un qui arrive à maximiser le temps d'apprentissage de tous les élèves. Et donc c'est vrai que quand les élèves sont actifs et qu'ils passent un maximum de temps en activité cognitive et que le maître arrive à organiser ça, c'est un facteur important d'égalisation sociale. Oui, c'est surtout ça que je voulais mettre en avant. Ce qui est déjà pas mal, Oui, on aura peut-être l'occasion d'aborder d'autres points par la suite. J'avais envie de faire une pause à plusieurs moments durant cette présentation, ce débat, cette table ronde, avec une pause réflexive, tout simplement en vous montrant quelques invariants que Célestin Freinet avait l'occasion de mettre sur papier en 1964 et qui fait peut-être écho à ce que vous venez de dire sur ces résultats ou ces inégalités. L'invariant numéro 1, l'enfant est de la même nature que nous. L'invariant numéro 2, être plus grand ne signifie pas forcément être au-dessus des autres. Philippe Mérieux, Marcel Torel, est-ce que vous, dans vos pratiques, ce que vous venez d'entendre de la part d'Ariane B trouve un écho? Est-ce que vous, Philippe Mérieux, vous avez des exemples concrets qui montrent que ce que dit Ariane B, en effet, vous l'avez vécu? Oui, évidemment. Évidemment, nous vivons un temps où même en France, les inégalités sociales se creusent à l'école. Elles ne se comblent pas, elles se creusent. Et elles se creusent parce que, et au fond nous sommes tous à cet égard les héritiers de Bourdieu dont vous avez parlé, la culture scolaire ne peut être approchée que si on en a déjà un certain nombre de codes. Oui, bien sûr, cette question des inégalités est considérable, et on peut la relier, c'est pas un hasard qu'on les fait aujourd'hui, à celle des écrans. Parce que nous sortons là de 2 semaines de vacances. Pendant ces 2 semaines de vacances, alors on n'a pas les statistiques pour cette année, on a les statistiques pour l'année dernière, 2022. On sait que si on prend les enfants de 14 à 17 ans, ils ont passé en moyenne 7 à 11 heures devant les écrans. Alors, les vacances dites de Toussaint sont les vacances où les enfants et les adolescents consomment le plus d'écran. Pour des tas de raisons, il fait mauvais, il y a peu d'activités en dehors de l'école qui sont proposées aux enfants, les parents travaillent et prennent peu la possibilité d'aller faire des choses avec eux. Mais ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, mais ça ne fait pas beaucoup d'une manière uniforme. Je vous coupe 7 à 11 heures par jour? Par jour, bien sûr. Et bien sûr, par jour. Oui, évidemment. Alors, quand je dis les écrans, j'intègre le téléphone portable, l'ordinateur, le jeu électronique, la télévision. Il y a l'ensemble des écrans présents au foyer. Ça fait beaucoup, et c'est un usage qui est très corrélé à l'origine sociale des enfants. On sait que dans les familles, on va dire de cadres supérieurs, profession libérale, on va s'organiser pour donner la possibilité aux enfants de faire autre chose que d'être scotchés devant les écrans. Mais que ce n'est pas le cas d'un certain nombre de familles dont les conditions de logement, dont les conditions de vie, dont la culture ne permet pas de leur proposer une activité alternative. Voilà. Et donc les écrans creusent les inégalités. Et qu'on ait lié les deux questions aujourd'hui n'est pas un hasard. Je pense que de plus en plus, si nous ne nous attaquons pas à la question de l'usage des écrans et de l'usage différencié sociologiquement des écrans, nous ne pourrons pas espérer que l'école comble d'une manière un peu efficace les inégalités. Alors sur les écrans maintenant, juste un mot pour être un peu le pendant de ce que vient de faire Ariane. Là aussi, nous disposons aujourd'hui quand même d'assez nombreuses recherches. Alors, moins bien sûr que sur la question des inégalités. Sur l'effet de l'écran. Alors, d'abord, ne pas diaboliser l'écran en soi.
collègue Cordier, Anne Cordier, montre bien que ce n'est pas l'écran en soi qui est mauvais. L'écran, comme le disait Bernard Stiegler, c'est un pharmacone, c'est la digitaline de Platon. Selon l'usage qu'on en fait, selon la dose que l'on utilise, eh bien, ça peut vous soigner ou ça peut vous tuer. Voilà. Donc, ne diabolisons pas l'écran en soi, regardons l'usage qu'on fait des écrans. Regardons l'usage et regardons l'impact de ces usages. Alors, nous avons aujourd'hui essentiellement aux États-Unis des travaux qui nous montrent l'impact sur une question absolument centrale qui touche toutes les formes de réussite, sociale, scolaire, intellectuelle, qui est la question de l'attention. Une chercheuse que je trouve très pertinente, Catherine Hayes, montre que l'utilisation systématique de l'écran, non régulée par l'adulte, transforme ce qui traditionnellement était l'attention profonde, qui permettait l'accès à la lecture, l'accès à un discours suivi dans la durée, à une hyperattention. Alors l'hyperattention, c'est une attention qui est relative à la stimulation qui apparaît sur l'écran et qui ne se renouvelle qu'au fur et à mesure que la stimulation se renouvelle. Alors, il y a quelque chose de très différent, vous le voyez tout de suite, entre la lecture d'un livre et le fait de regarder un écran. Stiegler explique très bien que dans le livre, c'est moi qui commande, c'est-à-dire que je décide le moment où j'ouvre le livre, je décide le moment où je le ferme, et l'objet est en quelque sorte à mon service. L'écran inverse le processus. Dans l'écran, je suis au service de l'écran. C'est la capacité qu'a l'écran à attraper mon attention, à figer mon regard, à renouveler en permanence les impulsions pour me sidérer en quelque sorte et me scotcher à l'écran, qui décide de ce que je fais. Ce n'est plus moi qui en décide, c'est l'écran qui en décide. Et puis, on montre aussi aujourd'hui d'une manière assez précise que l'usage des écrans va séparer assez fondamentalement, et là c'est une perche évidemment que je tends à Marcel Torel, l'enfant consommateur et l'enfant producteur de sens. Consommateur ou producteur de symbolique. Les écrans font que l'enfant consomme du symbolique. Il en consomme énormément, beaucoup. Et du symbolique parfois très puissant, très fort. Pas simplement à travers l'actualité, mais aussi à travers les fictions qu'il peut regarder sur les écrans. Mais ce qui est montré aujourd'hui par les chercheurs et les chercheuses, c'est que quand l'enfant écrit et lit et écrit dans un processus où les deux sont en interrelation permanente, il est à la fois producteur et consommateur de symbolique. Et le symbolique n'a plus du tout le même sens parce qu'il s'y investit en tant que sujet et il échange le symbolique qu'il produit avec d'autres que lui. Et ça change radicalement avec l'usage non régulé, non contrôlé, l'usage systématique de l'écran. Et puis le troisième élément qu'on peut mettre en avant, c'est le caractère, la difficulté d'individuation produite par l'écran. C'est-à-dire le fait qu'on fait de la consommation de masse. On fait de la consommation de masse, et dans cette consommation de masse, c'est le même qui l'emporte toujours sur le singulier. Le même l'emporte sur le singulier, c'est la logique des algorithmes. Quand vous commandez un roman policier par correspondance, on vous propose d'acheter un autre roman policier. Quand vous likez un restaurant chinois, on vous propose des restaurants chinois. L'éducation, c'est le contraire. Quand vous aimez un roman policier où il y a une intrigue un peu historique, on vous propose d'aimer un livre d'histoire, on vous propose même d'aimer un livre de poésie, et on fait l'hypothèse que vous pourriez même aimer un livre de physique. Voilà. Le tunnel des algorithmes qui régit le fonctionnement de l'usage du numérique chez les enfants et les adolescents, le tunnel des algorithmes les enferme dans le même du même en permanence, quand il faudrait au contraire leur permettre de s'ouvrir vers l'altérité. Et cet enfermement dans le même, et je boucle avec ce que j'ai dit tout à l'heure, renforce évidemment les inégalités. Renforce les inégalités parce qu'il diminue
les propositions culturelles alternatives. Le système algorithmique qui fonctionne massivement dans les réseaux sociaux comme TikTok, comme Instagram, etc., utilisés par nos enfants et nos adolescents, fonctionne sur « tu as aimé une chose, tu aimeras toujours cette chose-là ». Et tu vas t'enfermer dans ce que tu as choisi une première fois. Et nous, on va faire en sorte de t'y enfermer et de t'y enfermer le plus possible, parce que comme ça, on t'identifiera précisément comme un cœur de cible et on pourra vendre les informations que tu nous fournis aux grandes entreprises commerciales qui vont, elles, faire leur profit sur les produits qu'elles tenteront de te faire acheter. Alors oui, il y a tout cela au cœur des écrans, et il y a, je crois, un enjeu très fort aujourd'hui, d'autant plus que la plupart des parents sont relativement démunis par rapport à cela. Moi, je défie un parent d'une jeune fille de 14 ans de m'expliquer comment on peut faire pour ne pas avoir de conflit avec elle sur la question de l'usage de son téléphone. Voilà. C'est difficile, je pense qu'on peut même dire que c'est aujourd'hui impossible et que les parents sont complètement perdus face à ce phénomène, d'autant plus perdus bien sûr qu'ils sont dans des situations sociales défavorisées. Voilà, on pourrait multiplier encore les exemples, juste là encore pour tendre la perche à Marcel, le fait que quand même les écrans donnent des réponses, là où le rôle de l'éducation, c'est d'aider à poser des questions. Hein. Et l'intelligence artificielle, à cet égard, nous met devant des défis radicalement nouveaux. Hein. Je ne sais pas si vous avez utilisé ChatGPT, mais vous avez sans doute essayé. Il y a d'autres logiciels aujourd'hui encore beaucoup plus performants, comme Bluemai par exemple, qui sont absolument fantastiques, qui ont une voix, et vous leur posez une question, ils sont capables d'aller chercher dans la base de données de quoi faire un cours, oralisé, illustré par les meilleurs documents qui sont sur la base de données. Alors, que reste-t-il aux enseignants, aux éducateurs? Je ne sais pas, en tout cas, ça pose question, et ça pose aussi la question, plus profondément encore, de la liberté du sujet face aux grands industriels des réseaux. Voilà. Sur le tunnel des algorithmes, cet enfermement, est-ce que finalement les algorithmes ne révèlent pas un enfermement qui existait déjà dans les classes sociales avant? C'est-à-dire que quand on voit, dans certaines classes sociales, quand on était enfant, adolescent et puis adulte, on était parfois enfermé dans sa classe bien sociale. Sûr. Je pense à Retour à Reims, Didier Ribon. Ah oui, très bien. Si on cite un autre auteur que Bourdieu, mais est-ce que finalement les algorithmes ne révèlent pas ça? Est-ce que les réseaux sociaux ne révèlent pas quelque chose qui existait déjà fortement depuis des siècles? Et ils révèlent, mais ils accroissent parce qu'ils ont une formidable capacité de repérage, des indicateurs qui permettent de classer très rapidement les personnes et de les faire apparaître dans des catégories auxquelles on peut proposer un certain nombre de choses. C'est formidable, c'est quand même avec les réseaux sociaux que Trump a gagné aux États-Unis, parce qu'il a identifié grâce à Facebook un certain nombre de gens qui avaient des aspirations vaguement complotistes et qu'on leur a envoyé d'une manière systématique des informations sur QAnon, etc. etc. Et ça ne veut pas dire que les phénomènes d'emprise n'existaient pas avant les réseaux sociaux, ça ne veut pas dire que les inégalités n'existaient pas avant les réseaux sociaux, mais ça veut dire que les réseaux sociaux démultiplient dans l'usage dominant qui en est fait. Je ne dis pas qu'on ne pourrait pas en faire un autre usage, mais dans l'usage dominant qui en est fait, démultiplient considérablement les effets d'enfermement. Voilà. Et au-delà des effets d'enfermement, et je m'arrête là, les effets d'essentialisation, c'est-à-dire l'identification de la personne avec une identité, une catégorie, et donc la difficulté à sortir et à se vivre comme capable de sortir de cette catégorie. Et je pense que nous touchons là à un point qui concerne directement la question des inégalités, au sens alors peut-être encore plus micro que ce que vous avez évoqué. Marcel Torel, plusieurs perches
vous ont été tendus. Si vous devez réagir par rapport aux propos d'Ariane B et de Philippe Mérieux, qu'est-ce que vous souhaiteriez ajouter? Ce qui est dit, ce qui est décrit, c'est une espèce de fatalisme. Et moi, je serais quand même partisan maintenant de dire qu'est-ce qu'on fait. Je ne reviendrai pas sur les descriptions d'Ariane et de Philippe qui sont tout à fait convaincantes, argumentées, etc. Alors, ayant travaillé toute ma carrière dans des milieux dits difficiles, et issu d'un milieu ouvrier également, j'ai toujours pensé qu'il y avait plus qu'une injustice dans ce fatalisme qui fait que quelquefois j'ai souffert avec des enfants et encore plus avec leurs parents qui eux-mêmes entrent dans ce jeu du fatalisme. Et est-ce qu'on peut défataliser notre histoire à venir? Je le pense sincèrement. Et je pense que ça se fera au prix d'une révolution. À un moment, je pensais qu'une évolution serait suffisante, mais je pense qu'il faut une révolution. Alors, je ne reviendrai pas sur les écrans, sur les inégalités sociales. Vous avez très bien dit tout ce qu'il y avait à dire là-dessus, et je voudrais donc prendre le point de vue de la micro, donc celui de la classe, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire avec ces enfants qu'on nous confie. Je parle de révolution parce que l'école a été créée sur un mode de transmission qui faisait que il semblait logique à tout le monde qu'un professeur détenteur du savoir allait le déverser dans les têtes des élèves qui lui étaient confiés. Avec plus ou moins de bonheur, avec des méthodes qui ont évolué. Et on en est maintenant à la pédagogie, on va dire, active, puisque vous l'avez signalé dans une de vos descriptions, l'activité en classe est un facteur de lutte contre les inégalités sociales. Et la révolution que nous proposons, c'est que l'enfant devienne auteur, plutôt que acteur. Un acteur, c'est quelqu'un qui joue dans un film qui a été écrit par quelqu'un d'autre. Et ça peut être extrêmement intéressant, ça peut avoir de très bons résultats si tout est bien fait pour cela. L'enfant auteur, c'est quand même différent. Auteur, c'est de la même famille que autorisé, ou que s'autoriser. Et depuis la création, depuis surtout la révolution industrielle et bien avant, le bon ouvrier, c'est celui qui obéit bien à son chef, qui fait bien la tâche qui lui est confiée. Et son environnement familial le lui répète sans arrêt. Surtout ne te fais pas remarquer, surtout ne fais pas ceci. La révolution que nous préconisons à l'école, puisque c'est notre domaine, mais on pourrait parler d'autres domaines, c'est de créer un milieu où les enfants, les élèves, les étudiants vont s'autoriser. C'est-à-dire qu'ils vont devenir auteurs, ils vont exercer une emprise sur ce qui se passe dans ce milieu. Et ça, c'est fondamental. Et je ne vois pas d'autre solution que celle-là. Heureusement, parce qu'après avoir passé 40 ans, si je remettais en doute ça, je ne serais pas avec vous ce soir. Et donc, je vais prendre l'exemple du numérique, par exemple. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Philippe. Ce n'est pas à ma petite fille de 17 ans, pour moi, que je vais lui dire avec autre chose que des arguments moraux, ou c'est pas bon pour toi, etc. Elle s'en fiche complètement. Et donc, je ne vais même pas tenter d'essayer. Par contre, dans la classe,
Je trouve que les outils numériques sont extraordinaires. Enfin, moi, je suis un adepte du tableau noir et de la craie, mais alors, quand j'efface, ça me donne toujours un sentiment de perte irrépressible. Je dis, je suis peut-être en train d'enlever là quelque chose d'extraordinaire. Bon, j'ai amélioré ma technique avec les appareils photo, puisque maintenant, avant d'effacer, je photographie quand même. Bon. Mais quand même, le tableau blanc interactif conserve en mémoire ce que vous écrivez dessus. Et ça, pour l'avoir expérimenté dans certaines classes, c'est une merveille. Enfin, moi, je trouve que le numérique est une merveille, personnellement, à condition qu'on le remette à sa place et qu'on en fasse un outil. C'est-à-dire que c'est un outil qui va servir l'expression, c'est un outil qui va servir la communication, c'est un outil qui va servir la recherche, mais qui est-ce qui commande? C'est l'élève auteur. Et là est toute la différence, évidemment. Et donc, enfin, il y aura d'autres points à dire par la suite, il n'y a pas que ça, parce que là, c'est à propos du numérique seulement, mais quand même, il y a quelque chose dans cette notion d'auteur, c'est qu'un groupe classe peut construire son propre patrimoine culturel, qu'on a l'habitude d'appeler le patrimoine culturel de proximité. Alors, ça veut dire que toutes les productions qui sont faites par les élèves, eh bien, sont rangées, sont reprises, ce sont des savoirs vivants qu'on va pouvoir réutiliser par la suite. Avant, c'était une galère de conserver tout ce papier qui s'accumulait, on avait beau numéroter, etc., etc. Mais le numérique nous a changé les choses. C'est-à-dire qu'en numérisant les productions des élèves, on les retrouve en 3/10 de seconde, etc. Alors, je ne vais pas aller plus loin parce qu'après on aura d'autres choses à dire, mais je pense quand même que le numérique, s'il est remis à sa place d'outil, et l'école est toujours en retard sur les outils, vous savez, toute la société en France écrivait au stylo à billes quand à l'école on était encore à la plume sergent-major trempée dans l'encrier. Donc je pense que nous allons nous adapter à l'utilisation du numérique. Donc voilà, c'est ce que je voudrais, et puis surtout, utiliser l'outil dans des activités vraies, c'est-à-dire des activités où on fabrique des conférences, on fabrique des exposés, on fabrique des recherches mathématiques, où on écrit des textes libres, et si on redonne sa place à l'outil à ce moment-là, alors automatiquement, vous allez être amené à avoir un esprit critique. Si vous cherchez des renseignements pour votre conférence, vous allez vous interroger sur les sources de ce que vous amène l'écran. Et on a une chance à ce moment-là de lutter contre ce côté algorithmique des ordinateurs qui pensent à votre place. Révolution à l'école, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que si je prends ma casquette de politologue, je me méfie des révolutions, puisque 1789, 1830 pour les Belges, la révolution c'est la restauration de l'ancien régime. En tout cas, c'est le remplacement d'une classe par une autre qui est toujours une élite qui prend le pouvoir. Est-ce que c'est le cas à l'école? Et sinon, qu'est-ce que vous prenez concrètement comme révolution scolaire? En 2 mots. En 2 mots. Au lieu de partir d'une programmation qui est instaurée par le professeur, on part des propositions des élèves, on part de leurs remarques, on part de leur vécu, on part de leurs sentiments, pour créer de la connaissance, pour créer des concepts robustes. C'est ça, c'est la révolution, non pas pour revenir à ce qui était avant, mais pour découvrir quelque chose de nouveau. Donc on va chercher un autre mot, ça se finira par volution, mais je ne sais pas encore quel préfixe on va adopter. Prévolution? On va y réfléchir après la table ronde. Je suis certain que un bon verre vous aidera. Je voudrais juste revenir sur 2 invariants, ça me faisait penser à ça, vos remarques, Marcel. L'invariant 16, l'enfant n'aime pas écouter une leçon ex cathedra. L'invariant 20, parler le moins possible. Alors moi je voudrais... Pour l'enseignant, hein. Oui, bien sûr. Faites bien de préciser. Je
voudrais maintenant passer à une autre partie qui est celle de finalement ce principe de différenciation qu'on a dans les écoles, puisqu'il y a dans les écoles des élèves qui ont tous et toutes leur singularité. Et je voudrais d'abord me tourner vers Philippe Mérieux. Est-ce que vous, par rapport à cette diversité de singularité, vous avez des exemples très concrets qui permettent de faire cohabiter ces différences? Parce que les inégalités, c'est aussi des différences. Et donc, comment est-ce que vous envisagez la cohabitation de toutes ces singularités multiples dans le cadre scolaire? Oui, alors la question est compliquée parce que derrière le mot de différence, il y a une multitude de choses. Différence de rapport au savoir, certains élèves pour lesquels le savoir est quelque chose de complètement inaccessible, d'autres pour lesquels c'est quelque chose de complètement familier, certains élèves pour lesquels le savoir est quelque chose d'empirique, qui permet de résoudre des problèmes concrets immédiatement, d'autres qui ont compris que le savoir c'était déjà quelque chose de plus élaboré, qui permet de penser et de comprendre le monde. Bon. Rapport au savoir, différence évidemment dans la maîtrise de la langue, qui aujourd'hui comporte des écarts absolument fabuleux. L'entrée au cours préparatoire en France a été étudiée très précisément et on a des écarts qui font que certains élèves possèdent, quand ils y arrivent, 600 mots, d'autres 6, 7, 8000 mots. 600 mots pour les uns, 8000 mots pour les autres. Une différence absolument colossale. Puis il y a d'autres différences. Différences évidemment dans la personnalité, liée à la singularité dont vous parlez, à l'histoire personnelle du sujet. On a aussi, même si on en débat parce que au sein des sciences cognitives, la question n'est pas complètement stabilisée, des différences de stratégie d'apprentissage. Bon, certains vont apprendre en développant une stratégie à plus long terme, d'autres en segmentant un exercice à court terme, etc., etc. Le principe de l'école, c'est d'accueillir toutes les singularités en faisant l'hypothèse que tout le monde va accéder au même savoir par des chemins différents. Alors, c'est une hypothèse extrêmement hardie, parce que il faut évidemment que, entre la différence la plus importante et la plus minime, il y ait un impan commun. On ne va pas mettre dans la même classe un enfant de 3 ans et un enfant de 15 ans. Peut-on mettre dans la même classe un enfant qui a 600 mots et un autre qui en a 6 à 10 000? Moi, je fais l'hypothèse que oui. Je fais l'hypothèse que oui, mais à condition que ce qui soit au cœur des pratiques pédagogiques, ce ne soit pas la concurrence, mais la coopération. Voilà. La coopération qui est, dans sa forme la plus élémentaire, l'entraide entre élèves, et qui, dans des formes plus élaborées, renvoie à la richesse de ces échanges qui, comme le disait Marcel Torel tout à l'heure, ne sont pas déjà contenus dans ce que chacun est originellement. Je voudrais juste faire une parenthèse ici, on a évoqué l'intelligence artificielle, la caractéristique quand même de tous les moteurs d'intelligence artificielle, y compris les plus sophistiqués, c'est que la réponse est déjà contenue dans la base de données. Le débat démocratique, c'est pas ça du tout. Hein. Un débat démocratique, c'est un débat dans lequel on fait l'hypothèse que la confrontation des points de vue va permettre de faire émerger quelque chose qui n'existe pas encore. Qui n'existe pas encore. Eh bien, la coopération, c'est aussi ça. Ça fait émerger des choses et ça permet à chacun et à chacune de s'approprier des savoirs et de devenir, grâce à ces savoirs, à la fois plus autonome, plus citoyen aussi, plus solidaire avec les autres et en même temps plus individué. Mais c'est difficile, hein. C'est difficile. Moi, j'ai passé une grande partie de ma vie à essayer de construire une espèce de château de Versailles de la pédagogie qui serait la pédagogie différenciée. Et une pédagogie où on trouve les chemins qui correspondent exactement à chacun et à chacune,
et qui pour autant n'enferme pas chacune et chacun à l'intérieur d'une certaine manière de faire, ce qui serait aussi très négatif. Hein. Si on enferme ceux qui ont l'habitude de travailler vite dans le fait qu'on les fait toujours travailler vite, et ceux qui ont l'habitude de travailler lentement, si on leur demande jamais d'accélérer, eh bien, à bien des égards, on les appauvrit. J'ai tout intérêt à faire travailler plus lentement celui qui ne travaille que vite, et à faire travailler plus vite celui qui travaille plus lentement. Donc, comment réussir à offrir une palette suffisante de propositions? Moi, j'emploie parfois la métaphore des prises dans l'escalade, de prises, qui permettent à chacun de grimper le mur sans rester en bas et regarder les autres monter. J'ai conscience que c'est difficile, mais je crois que dans la pédagogie freinée dont Marcel Torel vient de parler, parce qu'on construit un espace, parce qu'on structure le temps, parce qu'on apporte des matériaux, parce qu'on part de ces événements sans perdre de vue qu'il s'agit de construire des concepts, on se donne les moyens pour, alors non pas gérer, le mot de gestion renvoie au management et j'aime pas bien cela, mais pour faire de l'hétérogénéité, de la diversité des singularités, une richesse. Une richesse. J'ajoute tout de suite que nous avons un débat très important en France aujourd'hui sur jusqu'où on peut aller dans la singularité. Ce débat porte en particulier sur la notion d'école inclusive. Vous l'avez peut-être un peu. Et nous voyons bien qu'il y a des dysfonctionnements, des difficultés particulières, singulières, que l'on n'intègre pas facilement dans un collectif sans aide spécifique. Donc, je ne vais pas trancher sur cette question, mais je voudrais dire que le pari, parce que c'est un pari, le pari, c'est que l'hétérogénéité, la diversité, peut être une ressource pédagogique, peut être une occasion de découvrir des formes de coopération, des formes d'entraide, des formes de créativité collective, où chacun progressera et où à terme le partage des savoirs se fera dans une forme de solidarité. On découvrira ensemble qu'on est solidaire et que c'est par notre solidarité qu'on progresse. Moi, c'est une des choses que j'ai le plus aimé et que j'ai le plus pratiqué dans la pédagogie freinée, la mise au point collective d'un texte, d'une conférence, d'un travail, quand on essaye de prendre en compte la vie des autres et de se dépasser soi-même grâce à ce que nous appelons dans notre jargon un conflit socio-cognitif, c'est-à-dire que ça travaille dans la tête de chacun et l'interpellation de l'autre et la mise en situation de coopération fait progresser chaque individu. La réussite de chacun contribue à la réussite de tous et la réussite de tous contribue à celle de chacun. Et je terminerai en disant que parce que c'est difficile, cette question de la gestion des singularités pose évidemment la question de la formation des professeurs. Parce que si on met un enseignante ou une enseignante débutant face à une grande diversité sociologique, psychologique, cognitive, sans lui donner les moyens de comprendre ce qui se joue pour chaque élève, mais aussi de faire des propositions, c'est-à-dire sans qu'il ait dans son sac à dos pédagogique un minimum d'éléments de culture pédagogique. Peut-être que Marcel n'aimera pas ce mot de culture pédagogique, moi je l'utilise quand même, c'est-à-dire qu'il ait fait un peu un parcours lui-même au sein des propositions pédagogiques sans qu'il ait cet ensemble de références qui lui donnent des clés pour imaginer, pour proposer, pour construire avec les autres, alors on risque de très graves déconvenues. Et c'est le mot de la fin là-dessus pour moi. On passera son temps
à expliquer que la gestion des classes hétérogènes est impossible tant qu'on ne prendra pas au sérieux la formation des enseignants à cette gestion, évidemment. Voilà, mais je m'arrête là. Ariane B, peut-être réagir par rapport à cette diversité comme finalement une ressource, une opportunité d'un point de vue pédagogique. Est-ce que dans la littérature scientifique, il y a des résultats qui montrent que cette diversité, elle peut être en effet une opportunité pour l'école? Oui, alors, tout n'est pas rose non plus quand on s'intéresse à cette question. Je veux dire que les enseignants la considèrent parfois comme un frein, et on comprend et remarque que les classes sont devenues plus hétérogènes, mais ça, il y a des décennies qu'avec la massification de l'enseignement, c'est le cas. Et ils ont des difficultés avec l'hétérogénéité, et ça c'est une vraie question effectivement qu'il faut poser, pour laquelle il faut trouver des stratégies. Par contre, aussi contre-intuitif que ça puisse paraître, des recherches ont montré l'intérêt, le bénéfice de classes hétérogènes, notamment des travaux déjà de la fin des années 90 de Durubella et Minga qui mettaient en avant que les classes hétérogènes progressaient davantage que les autres. Mais il faut que j'ajoute que ce résultat, quand on le décortique, on voit que les élèves faibles progressent très fortement dans les classes hétérogènes, mais que les élèves forts progressent moins. Donc il faut accepter, et donc comme les élèves faibles progressent 2 fois plus que ce que les forts perdent, en moyenne la classe au niveau progressé, merci. Voilà, donc là il y a aussi un choix politique d'accepter que l'hétérogénéité n'est pas un effet éventuellement univoque sur toute la classe, mais que en fonction du bien commun ou de l'élévation du niveau moyen, on puisse accepter ça. Il y a d'autres recherches qui montrent que des classes avec des niveaux différents peuvent être bénéfiques dans le sens où ça force, mais alors là ça force évidemment plus de travail pour l'enseignant, ça force l'enseignant à vraiment préparer très minutieusement la gestion de son temps et de ses groupes de niveau, et ça permet à certains élèves d'être plus autonomes, ce qui est aussi bénéfique. Et sinon, il y a des tas, dans la littérature scientifique, on trouve d'autres manières de gérer cette hétérogénéité. Par exemple, Slevin, qui a vraiment développé un des projets qui a montré le plus de résultats en termes d'efficacité, même de réduction des inégalités, a lui développé, centré son projet sur la lecture, qui était vraiment au centre, centré aussi sur l'apprentissage coopératif, mais de manière, un apprentissage coopératif très structuré, où les élèves doivent justement prendre les différents rôles pour maximiser chacun le temps d'appropriation cognitive. Et donc, dans son projet, il y avait quelque chose qui pourrait paraître choquant ou dérangeant, mais c'est qu'il y avait des groupes de niveau en lecture. Au sein d'une classe qu'on veut hétérogène, c'est-à-dire que dans toutes les disciplines, la classe est maintenue dans son hétérogénéité, mais pour ce moment de lecture qui durait 90 minutes par jour, il y avait des groupes de niveau. Évidemment, le but est d'avoir des groupes de niveau très mobiles, on réévalue les groupes toutes les 8 semaines, et le but de l'enseignant est de faire progresser et de faire changer de groupe les élèves. Mais voilà, il y a toute une série de recherches qui montrent des gestions différentes de l'hétérogénéité des classes, qui effectivement sont positives globalement au niveau des résultats, même si en pratique ça nécessite effectivement du travail supplémentaire pour les enseignants. Juste pour compléter ce que vous venez de dire, Ariane, d'abord, une vieille recherche qui date des années 90-2000 montre que le problème des groupes de niveau, c'est leur tendance à se refermer. D'où le travail que nous avions effectué justement avec Marie Duru et d'autres autour de la notion de groupe de besoin. En disant, le fait d'identifier un groupe par un besoin, ça n'a pas la même signification que de l'identifier par un niveau. Parce qu'un besoin renvoie à quelque chose qu'on peut combler, et donc une fois que le besoin est comblé, le groupe est dissous. Alors qu'un groupe de niveau, ça renvoie toujours à une certaine représentation, je suis fort, je suis faible, un orthographe, en lecture, en grammaire, et bon, si je le suis, je risque de le rester. Donc il y a là quelque chose qui est une piste qui a été assez travaillée, et puis une deuxième remarque pour dire que cette question de l'hétérogénéité est très corrélée chez nous aujourd'hui à la question de la mixité sociale dans les établissements. Il y a une sorte d'injonction à la mixité sociale, qui peine d'ailleurs
à se réaliser, en particulier dans l'enseignement privé, mais qui laisserait penser que la mixité sociale est une solution en soi. Or là-dessus, les travaux montrent que ce n'est pas le cas, que la mixité sociale n'est une solution que dans une pédagogie adaptée et une pédagogie à caractère coopératif. On a un fameux exemple que moi je cite toujours et que j'aime beaucoup d'Aronson en 1971, au moment où on supprime la ségrégation dans les écoles américaines. Les démocrates suppriment la ségrégation et ils sont persuadés qu'en supprimant la ségrégation ethnique dans les écoles, il va y avoir à la fois plus de sérénité, moins de violence et de meilleurs apprentissages. C'est l'inverse qui se passe. Il y a une poussée de la violence terrible, tant et si bien que les républicains montent au créneau pour demander un retour en arrière et un retour à la ségrégation scolaire. Et il faut qu'un certain nombre de psychosociologues, dans la mouvance que Ariane a indiquée, se battent pour montrer qu'il y a des pratiques pédagogiques qui permettent de faire de la mixité sociale une richesse, mais que ce sont des pratiques spécifiques, où il y a rotation des tâches, où on n'enferme pas les gens dans des rôles, où on permet à chacun de faire à son tour quelque chose, et où on s'assure surtout que tout le monde a à apporter quelque chose au collectif. On ne laisse personne dans une situation de consommateur par rapport au collectif. On garantit par un travail préliminaire que chacun peut s'y investir et a quelque chose à y faire de spécifique. Donc oui, moi je crois à l'hétérogénéité, mais dès lors qu'on met en place des pédagogies adaptées. Alors, diversité, gestion des singularités, je voudrais vous emmener, ça va être je dirais le thème de l'extrait du documentaire qu'on va regarder très rapidement ensemble maintenant. Ça ne veut pas dire absence d'encadrement, ça ne veut pas dire organisation. Autrement dit, c'est pas parce qu'il y a de la différence que c'est la désorganisation dans l'école. Et là, de nouveau, deux invariants. Ce n'est pas le jeu qui est naturel à l'enfant, mais le travail. L'invariant 22, l'ordre et la discipline sont nécessaires en classe. Je voudrais, avant de passer l'extrait de ce documentaire, Vivement l'école, Marcel Torel, est-ce que vous pourriez très rapidement nous dire ce qu'est ce documentaire avant de regarder l'extrait, et puis je vous demanderai de le commenter ensuite. C'est un film qui a été tourné après notre départ de l'école. Donc il a été tourné à l'école de Mont-Saint-Barreul, dans le nord de la France. Donc c'est une école que nous avons créée, une école publique, mais après moult discussions, enfin bref. Donc avec Daniel et 7 autres collègues. Et nous, les premiers enseignants de cette école sont partis en retraite, et là vous allez voir une institutrice qui est, on va dire, de la deuxième génération, puisque l'école a été créée en 2001, et voilà. Donc c'est une classe de CM1, CM2, si mes souvenirs sont exacts, hein. La classe d'Angéline, voilà. Et puis c'est une cinéaste qui a fait ce film. C'est pas une enseignante ou un enseignant. C'est-à-dire que quand un cinéaste vient filmer, c'est son affaire. Vous avez beau dire tout ce que vous voulez, il filme ce qu'il veut, et son montage, c'est son montage. D'abord, on signe plein de papiers avant pour dire que c'est bien son affaire. Ok, on regarde l'extrait, 3 minutes. Les personnes qui ne connaissent pas, enfin, ou qui connaissent la pédagogie Freinet que de nom, ont souvent tendance à dire que c'est la pédagogie où on laisse faire aux enfants ce qu'ils veulent. Alors que c'est quelque chose de très cadré quand même, où chacun sait ce qu'il a à faire, sait ce qu'il doit faire. On laisse produire les enfants, on les laisse maîtres de leur production, mais dans un cadre quand même assez serré, dans un cadre bien établi, dans un cadre de travail bien établi. Et du coup, quand on arrive n'ayant jamais pratiqué la pédagogie Freinet et qu'on se dit ah bah oui, c'est les enfants, ils ont l'habitude de faire ce qu'ils veulent. Ben si on les laisse faire ce qu'ils veulent en enlevant le cadre, eh ben ça peut exploser. Le laxisme en pédagogie Freinet, c'est vraiment quelque chose, je pense, qui une espèce de mots qui datent des années 70, enfin des années 68, etc., et qui serait resté sur toutes les écoles en pédagogie Freinet. Mais non, Célestin Freinet, c'est la pédagogie du travail, son terme. Vraiment, on est sur vas-y, produis, fais, avance,
exprime-toi, écris. Vous allez me redonner les feuilles, vous vérifiez que vous avez bien tout complété et vous allez écrire mon bilan. Dans la petite case mon bilan, vous allez pouvoir écrire un petit mot, un petit commentaire de vos 3 semaines de travail dans le cadre du travail individuel. Et t'écris ici, t'écris ta signature. Tu signes. Tu penses que tu travailles bien, mais t'écris je pense que je travaille bien. Je peux faire mieux. C'est bon, tous les plans de travail sont dans la bannette? Allez, Louine. Grâce à ce principe de mettre le travail au cœur même de l'école, on en a pour conséquence un bien-être des élèves. C'est l'inverse total des représentations sur la pédagogie active ou de la pédagogie Freinet. C'est pour ça qu'on essaye de remettre les choses effectivement, de dire à chaque fois, non, la pédagogie active, la pédagogie Freinet, etc., ce ne sont pas des pédagogies où on commence par dire on accueille l'enfant en écoutant ses problèmes et en faisant en sorte qu'il se sente bien. Non, on accueille des élèves pour qu'ils se mettent au travail. Et très curieusement, c'est très rassurant pour ces enfants. D'accord, je fais bien la différence entre les deux, parce qu'ils se disent, c'est un cadre où on est bien, on fait des choses intéressantes, quand même, parce que sinon ça ne marche pas. Eh bien, on se sent bien après. Marcel, Torel, un commentaire par rapport à cet extrait ? Oui, donc la première personne qui a parlé, c'est Angéline, l'institutrice. La deuxième, c'est Agnès, qui était directrice après notre départ. Et la troisième, c'est Dominique Reuter, qui est maître de conférences en mathématiques à l'Université de Lille et qui fait partie du laboratoire, qui faisait partie du laboratoire Théodile, théorie et didactique de la lecture et de l'écriture de Lille, et donc ce laboratoire a fait une recherche-évaluation sur l'école de 2001 à 2006, et ces résultats ont été publiés. C'est une des plus longues recherches qui a eu lieu sur l'aspect micro, justement. Donc voilà, ce que je relève comme commentaire, donc, puisqu'on parlait de différenciation, etc., ça a été cité, puis les collègues ici de Pédagogie Freinet connaissent bien, c'est ce qu'on appelle le travail individuel. C'est-à-dire que dans la classe, il y a une part de travail collectif et une part de travail individuel. Et on voit les enfants qui terminent, là on entend que c'est un plan de travail sur 3 semaines, bon là on pourrait discuter techniquement, tout le monde joue avec des sourires dans la salle, parce que bon, on passe. Et on se connaît quand même. Et donc les enfants font le bilan donc, de leurs 3 semaines et mettent leur propre évaluation. Les parents aussi pourront mettre un mot et l'enseignant aussi. Enfin, voilà. Et cette part de travail individuel est extrêmement importante. Extrêmement importante. Parce que c'est le moment où les enfants, chaque enfant, va avoir la maîtresse ou le maître pour lui tout seul pendant quelquefois 2 à 3 minutes, ce qui est énorme dans une journée de classe, mais où il va y avoir échange sur le travail. Mais ça ne se fait pas tout seul, évidemment, comme ça a été dit. Il faut qu'il y ait toute une organisation coopérative qui se mette en place, qui soit mise en place avec beaucoup de minutie, avec beaucoup d'exigences. Enfin, quand Freinet parle d'ordre et de discipline, c'est vraiment c'est rien de le dire, quoi. C'est-à-dire qu'on attache à toutes ces pédagogies un peu libertaires, du laisser-aller, ou une espèce de bienveillance et tout ça. C'est faux et archi-faux. On commence par travailler. La bienveillance, c'est un effet latéral. La bonne entente, c'est un effet latéral. Alors, il y a eu un autre film qui a été tourné récemment sur une enquête en Finlande, je crois, au Danemark, et à Mont-Saint-Varal. Et puis, la réalisatrice voulait se mettre dans le goût du jour, et elle demande à une ancienne élève de venir et de lui raconter que quand même, comment elle ressentait le harcèlement dans cette école, même dans cette école Freinet. Le problème, c'est que la petite n'a même pas compris ce que voulait dire la réalisatrice. Et donc,
il y a quelque chose qui se produit, mais il faut dire que comme dans les écoles Freinet à Liège, c'est depuis l'âge de 2 ans que ces enfants vivent dans un esprit coopératif. Alors, Philippe, tu as abordé un peu la question de la coopération, donc tu as dit l'entraide d'abord, ensuite la collaboration, mais la coopération, c'est le fait d'accepter d'être altéré par l'autre, altéré, d'être changé par l'autre, sans pour cela perdre sa propre identité. Ça, c'est fondamental. Alors, c'est pas facile à mettre en œuvre, c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec nos collègues ici sur les moyens qu'on va utiliser, et cette histoire de travail individuel est vraiment fondamentale. Parce que nous, c'est ce qui a été évalué par les chercheurs dans notre école, c'est justement le fait que ces enfants dont la famille est la plus éloignée culturellement de l'école, qui vont être pris en charge, non pas parce qu'ils sont défavorisés, mais parce qu'on va s'intéresser à leur production, mais de façon extrêmement exigeante. L'exigence, là-dedans, n'a rien à voir avec toi, t'es malheureux, t'es d'une famille pauvre, etc., je vais pas t'en demander trop et tout ça. C'est exactement le contraire. C'est pour ça qu'il faudra trouver un mot pour révolution. Je voudrais juste, avant de passer à des pistes concrètes que vous allez nous proposer, avoir une réponse courte de votre part sur l'intelligence artificielle. Est-ce que vous craignez l'irruption de l'intelligence artificielle à l'école? Oui, non, et ici possible une phrase, pour ne pas commencer. Parce que je sens que ça peut vite déraper. Philippe Mérieux? Oui, je crains que ça puisse remplacer un certain nombre de professeurs, les mauvais. Mais j'ai plein d'espoir que ce soit un outil, comme le disait Marcel tout à l'heure, au service des bons. Très bien. Ariane? Oui. Alors, j'aurais des choses à dire aussi sur les écrans, que je crains peut-être encore plus que l'intelligence artificielle, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure. Et l'intelligence artificielle, je crois que la question ne se pose quasi même plus. On y est, les élèves vont faire leurs travaux en utilisant ça, mais voilà, ça nécessite en tout cas que l'enseignement se re-questionne entièrement. Je pense qu'il va y avoir là pour le coup une révolution qu'on ne devra pas inventer nous-mêmes, qui va un peu s'imposer à nous. Donc évidemment ça fait un peu peur parce qu'il va falloir aller aussi vite pour s'adapter, alors que les changements d'éducation sont parfois tellement lents. Ok, Marcel? Pour ce que j'en connais, c'est-à-dire peu de choses, je n'ai pas peur de l'arrivée de l'intelligence artificielle en classe, à condition, comme pour les écrans, qu'on la remette à sa place. C'est-à-dire que c'est un outil qui peut compulser un nombre incroyable d'informations en très peu de temps, et on peut s'en servir absolument intelligemment, enfin, jusqu'à tout ce que j'ai vu jusqu'à maintenant comme application. Je trouve qu'on peut s'en servir intelligemment. Mais alors, enfin là, c'est plus révolution, c'est plus ce qu'on va trouver tout à l'heure, c'est encore un mot plus important qu'il va falloir inventer. Ça, ce sera à la fin. J'aimerais bien me tourner avec vous maintenant vers des solutions concrètes avant de donner la parole à la salle. Ariane B, est-ce que la littérature, pas commencer à faire la liste de toutes les solutions qu'ils peuvent proposer, mais est-ce que vous, dans la littérature, vous identifiez des solutions qui permettent de lutter face à ces inégalités sociales à l'école que vous voudriez nous présenter de manière assez succincte? À vrai dire, bizarrement, dans la littérature scientifique, on trouve plus de travaux sur la manière de lutter contre les inégalités sociales, clairement identifiées comme telles, dans l'enseignement supérieur, avec l'effet des bourses, etc., que la question dans l'enseignement obligatoire se pose un peu autrement. On cherche plutôt les pratiques efficaces pour les élèves faibles. Alors il y a une corrélation entre les deux, mais elle n'est pas systématique, mais on s'intéresse plutôt à cela. Et alors là, évidemment, moi je m'intéresse à ce courant des pratiques fondées sur des preuves. Donc,
Alors à la fois, il y a des tas de choses qu'on sait maintenant, mais il faudrait rentrer dans les domaines disciplinaires, donc je pense que ça ne va pas vous plaire que j'aille trop dans le détail, mais c'est vrai que... Alors j'ai déjà distillé dans les interventions précédentes ce qu'on sait des maîtres efficaces, de l'efficacité collective, donc voilà, comme ça j'anticipais cette question-là. Et après, c'est vrai qu'il faut rentrer dans les didactiques, on sait les pratiques qui sont les plus à même de faire progresser les élèves en lecture dans le début de l'enseignement fondamental. Ça, on a des preuves scientifiques là-dessus. Alors curieusement, on sait beaucoup de choses pour la lecture, on sait un peu moins pour les mathématiques, très peu pour les sciences, parce que voilà, les sujets sont très peu documentés, et on s'est bien plus intéressé finalement à la manière d'améliorer le bien-être des élèves qu'à les pratiques efficaces de lecture, de mathématiques ou de sciences. Alors que je m'inscris complètement en accord avec ce qui a été dit, le bien-être découle des apprentissages plutôt que l'inverse. Donc voilà, je pense que j'ai donné la réponse que je voulais. Enfin, maintenant, je peux détailler des projets efficaces, des choses qui ont été peut-être en réponse à des questions qu'on peut mettre en place pour... Marcel Thorel, si vous deviez donner quelques solutions, une ou deux peut-être par rapport au pouvoir des écrans qui renforcent ces inégalités sociales, qu'est-ce que vous proposeriez comme remède pour lutter contre ces inégalités? C'est de rétablir des circuits. Il y a quelque chose qui m'ennuie énormément à l'école, mais moi je n'ai pas trouvé de solution non plus à cette affaire-là, c'est qu'on privilégie beaucoup trop à l'école le verbe, que ce soit à l'oral, que ce soit à l'écrit, au détriment de toutes les formes d'expression par le corps, la danse, la musique, le théâtre, le modelage, le travail du bois, le travail du fer, le jardinage, l'élevage. C'est-à-dire toutes ces activités qui font partie de l'humanité depuis des millénaires sont systématiquement mises de côté. Et nous avons dans cette expérience, dans cette école-là, vu quand même des élèves qui avaient d'immenses difficultés à l'écrit ou à l'oral, par le théâtre. Hein, je me tourne vers Daniel, on a des exemples. Par le jardinage, des enfants qui habitent dans des tours, des bars, mais qui reviennent à la vie, je dirais. Parce que les mains entrent en jeu, parce que le corps entre en jeu, parce que l'oreille entre en jeu, parce que la création artistique, le modelage, la sculpture entre en jeu. Et ça, je trouve que là, vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je dis toujours que si vous êtes avec un petit gamin de 3 ans dans la rue et qu'il y a une flaque d'eau, s'il ne saute pas à pieds joints dans la flaque d'eau, il faut le montrer à un psychologue. Et je fais le défi, que je parle pour les jeunes enfants. Vous mettez un jeu vidéo, vous mettez des planches, des clous, marteaux et scie, je suis sûr que c'est là que les enfants vont aller. Je dis « il » avec un « s », parce que c'est en groupe que ça va se passer. Il ne faut pas espérer que les enfants, chez vous, dans votre famille, vont créer des choses comme ça. C'est le milieu coopératif qui va amener ça. Et donc, moi, si j'ai vraiment une chose, c'est qu'il faut tenter ça, quoi. Il faut tenter l'intelligence de la main, l'intelligence du corps, l'intelligence de tous les sens. C'est pour ça que je ne prendrai pas de front le problème du numérique. Pour moi, ce n'est pas vraiment un problème, c'est un outil, encore une fois, qui va rejoindre tous ces outils dont je parle. Philippe Mérieux, si j'élargis un peu la question et que je vous propose de conseiller à la fois nos décideurs politiques et nos enseignants pour favoriser le vivre ensemble, comment est-ce que l'école pourrait, selon vous, favoriser le vivre ensemble? C'est un peu compliqué, puis je ne suis pas absolument certain que le vivre ensemble soit un projet auquel j'adhère complètement, parce qu'on peut vivre ensemble lobotomisé sous la coupe d'un gourou charismatique, ou on peut vivre ensemble chacun devant son écran, séparés les uns des autres. Non, peut-être 2-3 remarques quand même pour répondre à votre interrogation. D'abord, je dirais très clairement, à la fois aux décideurs et aux enseignants, que ce n'est pas en faisant plus de ce qui a échoué qu'on finira par réussir. Ça, c'est vraiment en soi déjà une révolution.
je ne sais pas s'il faut dire révolution, involution, circonvolution, tout ce que vous voulez, mais vraiment, il faut sortir de cette idée que le plus de la même chose finira toujours par permettre à tout le monde d'accéder à tous les savoirs. Je pense qu'il faut radicalement et résolument faire autre chose. Alors autre chose, eh bien, c'est peut-être pas se figer sur ce concept extrêmement élastique de bien-être, qu'Ariane a évoqué. Moi, je ne suis pas sûr que l'école soit faite pour le bien-être. Je pense que le rôle de l'école, c'est d'aider chacun à bien devenir. Et devenir, c'est pas être. Hein. C'est comme l'histoire du développement personnel. Hein. L'école, ce n'est pas le lieu du développement personnel. C'est le lieu du dépassement collectif, ce qui n'a rien à voir. Le dépassement, c'est la possibilité donnée à chacun de s'émanciper, de se dépasser, de sortir de tout ce qui l'enferme. Collectif. Parce qu'on ne le fait qu'avec les autres, en se laissant affecter par les autres, et parce qu'on est affecté par les autres, pour reprendre cette belle expression, on s'enrichit. Oui. Et puis je voudrais dire à quel point je suis d'accord avec ce que dit Marcel sur le concret. Je crois qu'au regard des écrans dont on a parlé tout à l'heure, rien n'est plus important que de reconstruire ce que les chercheurs appellent des dispositifs attentionnels. Et là, Marcel a raison, complètement. D'ailleurs, nous-mêmes, nous en faisons l'expérience. À quel moment n'écoutons-nous plus la sonnerie de notre téléphone? C'est quand on répare notre chaise-d'eau. Parce qu'on est tellement occupé par ce qu'on est en train de faire et ça ne marche pas, ça coince, ça fuit toujours, il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on finit par oublier qu'on nous sonne à côté. Parce qu'on reconstruit dans ce rapport à la matière quelque chose de fondamental qui est un faire avec. Un faire avec. Moi, je cite souvent, et certains m'ont entendu le faire à plusieurs reprises, les travaux de Matthew Crawford, ce prof de philo qui est à mi-temps réparateur de motocyclettes chez le garagiste de son quartier, qui a écrit un magnifique ouvrage qui s'appelle L'éloge du carburateur, et un autre qui s'appelle Contact, retrouver le contact, et qui dit à quel point, et qui le montre à travers énormément de suivi de cohorte, qui dit à quel point le contact avec la matérialité des choses va reconstruire les capacités d'attention et va permettre d'accéder à l'intelligence dans ce cas-là le plus exigeant. Vous avez, Anita a dit tout à l'heure à quel point j'étais investi dans l'éducation populaire, je vois des collègues des CMA dans la salle, nous travaillons beaucoup au CMA sur les terrains d'aventure. Les terrains d'aventure qu'on essaye de mettre en place au pied des tours, et on voit exactement ce que dit Marcel. Pendant les vacances de Toussaint, il y a un terrain d'aventure au pied des tours. Alors il y a des palettes, il y a un petit Talgeco avec des outils, il y a des animateurs. Ah, les gamins, ils restent devant leur ordinateur le premier jour. Le deuxième jour, il y a 2-3 gamins qui viennent. Et puis, progressivement, quelque chose se passe. Parce qu'ils vont découvrir qu'ils peuvent à la fois construire ensemble en progressant individuellement. Parce que dans les terrains d'aventure, on ne fait pas n'importe quoi, hein. C'est comme dans les classes freinées. Hein. On ne va pas donner la possibilité à un gamin un peu foutraque et qui n'a jamais manipulé ça, d'utiliser une tronçonneuse sans apprentissage. Hein. Attention, attention. On prend très au sérieux ces questions-là. Mais on va vers du faire avec. Éprouver la résistance des choses. Parce que dans le jeu électronique, les choses ne sont pas tellement résistantes. Elles sont résistantes à notre habileté, mais elles sont réversibles d'abord. Quand les gens meurent, ils se relèvent, ils sont virtuels. Bon. Dans la réalité, quand les gens meurent, ils ne se relèvent pas. Quand on blesse quelqu'un, je ne peux pas dire que ça n'a pas eu lieu. Ça a eu lieu et il est blessé. Et cette découverte de l'irréversibilité du temps, cette découverte que le travail dans la matérialité des choses humaines est quelque chose qu'on ne peut pas effacer, mais qui requiert un investissement dans la durée, ça c'est quelque chose qui est une découverte fondamentale et qui n'est pas le contraire du travail intellectuel. C'est le travail intellectuel par excellence, parce que quand on aura appris à faire avec
du bois, du fer, du carton, on saura faire avec la relativité générale d'Einstein. Parce que le bois, il résiste à ma toute-puissance, comme la relativité générale d'Einstein résiste à ma toute-puissance. Je dois travailler avec. Travailler avec. Cette espèce de dialogue entre ce qui me résiste et moi-même, ce dialogue qui est au cœur de la construction de l'intelligence. Donc moi, je dirais volontiers à nos politiques, rétablissez une dizaine d'heures de travail manuel par semaine, allez, faisons une bonne moyenne, un mi-temps, allez, un mi-temps de travail manuel dans les écoles et, allez, tant cogné, faisons bonne mesure, jusqu'au baccalauréat, bien évidemment. Et puis ça permettrait aussi de supprimer la séparation entre l'enseignement professionnel d'un côté, où on cantonne les manuels, et l'enseignement dit général, où chez nous en France, on met les élèves qu'on considère comme des intellectuels, ce qui est un appauvrissement fantastique pour les uns comme pour les autres, alors que les uns et les autres auraient besoin de s'enrichir les uns et les autres en pratiquant ces deux formes d'intelligence. Voilà, moi j'irai vers cela et je pense que là-dessus, il y a énormément de travail à faire. Travailler avec, vous avez souligné l'importance d'éprouver les résistances. Je vous propose de regarder, et puis on passe la parole après à la salle, un court extrait de nouveau documentaire. On va voir que Maya va éprouver une certaine résistance à un moment donné dans cette gestion du collectif. On regarde ça et après on distribue la parole. Des sortilèges un peu fous. À la fin de la journée, tout le monde aide pour le rangement. Il est 15h, il est 14h50, rangement, responsabilité. La maîtresse n'a presque rien à faire. Normalement. Ethan, tu es rouge, tu n'as pas le droit de te lever, tu as une observation. Maya, normalement tu es responsable de la parole. Mais tu es responsable du silence. Et qui font n'importe quoi comme Victor. Il y a Mohamed qui parle, il y a Djibril qui parle. Tout le monde parle. Bah oui, mais ne me dis pas oui, Maya. Oui, pardon. Du coup, Reda, il ne peut pas faire son métier. C'est vrai que gardien du silence, c'est un métier difficile quand on est timide comme Maya. Son cahier de devoir et son porte-vous aussi. Et pour ceux qui n'ont pas terminé leur livre, ils mettent leur livre. Il dit tout le monde dit vous n'avez pas la parole. Comme je faisais l'année dernière, je me disais très bien, je t'en fiche. C'est ton métier, La classe, elle fonctionne comme une micro-société et du coup, les enfants sont vraiment invités à participer à la construction et au fonctionnement de leur micro-société. On est souvent très timide au début, mais après on s'habitue. Et Maya, finalement, elle a très bien réussi à faire son métier. Lucas, vous n'avez pas la carte, vous n'avez pas la parole. Lucas, tu n'as pas la parole. Du coup, la classe était vraiment très calme. Moi, j'ai vraiment envie, dans cette classe et dans ma pratique, montrer aux enfants que l'école, elle est pour eux, elle est à eux. La classe, c'est leur classe, c'est ma classe, mais c'est leur classe. C'est nous qui vivons ensemble et que ensemble, on doit essayer de vivre le mieux possible.